Bonjour à tous. Moi, je suis Jean Kerr. Je suis un chargé d'expertise à la RATP dans une entité qui s'appelle la Délégation générale à la sécurité ferroviaire et qui est rattachée directement à la présidence. C'est une petite entité avec plusieurs experts sur différents domaines. Et dans ce cadre-là, je mène entre autres choses des réflexions sur l'intégration de la cybersécurité dans la sûreté de fonctionnement. Donc c'est ce qui motive ma présentation d'aujourd'hui. Alors, juste pour présenter en 2 mots le sommaire, l'idée, c'est de vous montrer, enfin, de vous présenter, avec un certain luxe de détails, vous verrez, une méthode de développement des scénarios de cyberattaque qui est fondée sur MITRE-ATT&CK et qui sera appliquée à des systèmes qui ont des exigences de sûreté de fonctionnement. Alors, le système qui va nous intéresser de manière globale, c'est ce qu'on appelle maintenant les systèmes de transport routier automatisés. Là, je vous ai présenté c'est une vision long terme qui est issue des États-Unis, qui est en train de modifier complètement la vision du transport terrestre. Et aux États-Unis, ça correspond à ce qu'on pourrait réellement appeler une révolution, dans le sens où l'Académie des sciences a fait des études qui visent à obtenir le résultat suivant: avec la transformation globale du transport routier américain, 2050, 0 mort sur les routes. C'est très très fort. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez 32 000 morts par an sur les routes aux USA. Quand on compare avec si on fait la comparaison avec les populations France-USA, on s'aperçoit qu'ils sont quand même dans une situation bien pire que la nôtre. En France, l'État français a décidé de définir une réglementation spécifique sur ces STRA en 2021. C'est une innovation parce que c'est le premier pays au monde à avoir une telle réglementation. Et cette réglementation a des aspects qui sont très très intéressants parce qu'elle part en fait, donc elle est définie dans le décret de 2021-873. Elle énonce notamment un concept de sécurité globale qui comprend la cybersécurité. C'est les parties jaunes que vous voyez dans la sécurité globale du premier schéma. Elle énonce aussi un processus incrémental d'homologation en partant du véhicule, en allant ensuite sur le système technique complet et puis après sur le système dans son environnement. Et tout ça va être mené en appliquant un guide de la cybersécurité qui a été qui a été rédigé par un groupe de travail piloté par le STRMTG. Alors le STRMTG, c'est très exactement le service technique des remontées mécaniques et des transports publics guidés, et c'est le service qui aujourd'hui gère toute la sécurité des métros et des tramways. Donc vous avez ce guide qui a été publié en décembre 2022. Côté RATP, pour répondre à ces besoins, on va s'appuyer sur une méthode développée et validée entre 2018 et 2021 et qui a consisté en fait à intégrer nos principes d'analyse fonctionnelle, de défense en profondeur, d'analyse des hostiles dans EBIOS Risk Manager pour avoir un processus particulier de cybersécurité pour la safety. Alors maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, il faut s'intéresser au cycle de vie. Là, vous avez le cycle de vie du STRA tel que défini dans le guide que je vous ai présenté à l'instant. Donc c'est un cycle de vie standard en V qui est en fait fortement inspiré des cycles qu'on trouve dans le monde ferroviaire. Ensuite, on va intégrer la safety dans ce cycle de vie en partant de l'équation du risque assez classique de conséquences et en regardant d'une part les modèles successifs du système qu'on étudie et les analyses de risque représentées, qui vont constituer les scénarios de défaillance qui sont représentés sur la gauche, et sur la droite, vous avez les tests associés. Donc, tout ça, c'est du standard de sûreté de fonctionnement qu'on sait bien maîtriser. La question suivante, c'est d'intégrer la cybersécurité. Alors, ce qu'on se dit, c'est que comme on veut un niveau d'assurance, c'est-à-dire une garantie du résultat très forte, il faut qu'on aboutisse in fine, au moment de la validation du système, à analyser des scénarios qu'on aura modélisés avec ATT&CK. C'est ce que vous voyez au niveau de l'adversarial assessment qui utilise ATT&CK, et ces mêmes scénarios pourront être utilisés ensuite dans les phases de maintien en conditions de sécurité. Donc la question suivante, c'est de se dire, bon, je sais vers quoi je veux converger en termes de scénarios de cybersécurité, comment est-ce que je les construis dans les phases amont pour avoir cette propriété-là? Donc, question très simple, question de base. J'ai ATT&CK, qui est maintenant bien connu, pour lesquels je trouve beaucoup de prestataires et de gens qualifiés, mais concrètement, comment j'utilise ATT&CK pour
développer des scénarios. Alors, la première chose, c'est quand on s'intéresse au MITRE, il y a une immensité de documents, donc on va se dire, bon, ben, ils ont forcément pensé à cette question, il y a obligatoirement une réponse. Alors oui, il y a une réponse, mais en fait, elle n'est pas publiée. Là, je vous donne un extrait qui vient d'un document fait pour le ministère de la Défense américain, avec une approche d'utilisation d'attaque qui s'appelle PIVO, donc Plateforme Independent Vectors of Techniques. Et ça, c'est un exemple de la modélisation avec PIVO de la fameuse attaque Triton, qui était une attaque sur un système industriel qui a défrayé la chronique. Donc, on voit effectivement la succession des tactiques et techniques de la matrice d'attaque qui, globalement, constituent un scénario. Et on voit, ce qui est très intéressant, la manière dont on pénètre progressivement le système pour arriver jusqu'à la cible. Donc, malheureusement, comme je vous disais, la méthode n'est pas publiée. Il y a d'autres travaux américains, très exactement du laboratoire de recherche de l'armée de terre, qui ont proposé des choses, mais là, c'est pareil, on n'y a pas accès. Du coup, puisqu'on n'a pas de méthode, on va en construire une. On est parti de choses assez simples, mais bien cadrées, qui sont notamment la description générique de ce qu'est un scénario de cyberattaque proposé dans un guide AFNOR qui a été publié en 2019 et dont je dois dire que je suis un des co-auteurs, donc forcément, ça a un petit peu aidé. Alors, ce qu'on met en avant dans ce guide, c'est qu'en fait, il faut bien distinguer un scénario qui est une progression. Je remarque que le terme progression a été utilisé à de nombreuses reprises aujourd'hui par rapport au monde de la défaillance, où un scénario, c'est une propagation. Et donc, dans cette progression, vous avez une partie vraiment logique qui consiste à dire comment un événement peut succéder à un autre événement. Cette partie logique est identique à celle qu'on connaît en sûreté de fonctionnement, mais vous avez une partie plus subjective, qui est la décision que prend l'attaquant à un moment donné de réaliser telle opération plutôt que telle autre. Et la difficulté, c'est que le scénario doit prendre en compte les deux. Donc, une fois qu'on a posé ce prérequis, on a essayé d'énoncer des critères qui nous permettraient de spécifier les bonnes caractéristiques des scénarios. Et ces critères, ils sont au nombre de 4. Vous avez la complétude, puisqu'on veut prendre en compte tous les scénarios qui vont nous intéresser. La cohérence, parce que les scénarios accompagnent la modélisation du système et reposent sur cette modélisation. La consistance, qui nous permet de passer d'un scénario au suivant, c'est-à-dire quand on passe d'un modèle au suivant. Et, comme on l'a dit au début, on veut que tout ça converge vers attaque. Ce qui fait qu'on a un objectif, un point de visée qui est très précis. Donc, la première chose, ensuite, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qui est positif, quelles sont les limitations d'attaque et qu'est-ce qui, au contraire, va nous aider dans cette modélisation-là. Alors, une chose importante à avoir à l'esprit par rapport aux caractéristiques des scénarios qu'on a énoncés précédemment, c'est que attaque est dérivée de ce qu'on appelle, de manière un peu abusive, les cyber kill chains. En fait, les cyber kill chains, ce ne sont pas des vrais kill chains, parce que la vraie kill chain, c'est un cycle, et elle est définie dans les processus de ciblage de l'armée américaine. Et alors que la cyber kill chain, c'est une séquence linéaire qui ne permet pas de rebouclage. En tout cas, elle ne présente pas les éléments qui permettraient de le faire. Donc ça, c'est une première limitation. Une deuxième limitation qui est plus embêtante, c'est quand on lit de très très près la description des tactiques et des techniques d'attaque, on se demande quelquefois ce que ça signifie exactement. Je vais donner quelques exemples. Si vous prenez la T1190 Exploit Public Phishing Application, concrètement, ça veut dire quoi? Quand on va sur le site du MITRE, on s'aperçoit que tous les exemples qui sont liés à cette technique-là, en fait, consistent à aller exécuter un exploit sur un certain CVE, mais dont on ne sait pas a priori lequel c'est. Donc c'est exactement le type de technique qu'on ne peut pas utiliser de manière rigoureuse dans un scénario. De la même façon, vous avez des questions qui se posent sur la persistance et sur la différence, par exemple, entre l'accès initial et le mouvement latéral. Donc, ceci étant dit, on va essayer d'aborder ces questions un peu sémantiques en précisant ce qu'on entend par action. Il se trouve que quand on lit quelques bons ouvrages comme le vocabulaire technique de la philosophie de M. Lalande, on s'aperçoit que ce qui rend le terme action difficile, c'est qu'il représente plusieurs choses à la fois. Il représente à la fois le principe fondamental, waouh, je suis très en retard, le moyen qui va l'appliquer et le terme qui est le résultat.
Par contre, on a un élément sur lequel on peut s'appuyer, c'est l'état de l'art des doctrines militaires en matière cyber, dont je vous ai rappelé quelques exemples significatifs. Et à partir de là, en s'appuyant sur les travaux de Lalande, on va construire finalement une grammaire hiérarchique de ces modes d'action qui sera conçue pour accompagner les trois grands types de modèles dans notre cycle de vie, à savoir le modèle de capacité, le modèle de processus et le modèle de composants. Alors, dans la grammaire, on a deux éléments fondamentaux, la syntaxe et la sémantique. La syntaxe, ce sont les règles qui vont nous permettre de combiner les actions. On s'aperçoit, quand on fait une analyse fonctionnelle, que ces combinaisons sont possibles si seulement si on a une relation forte entre les post-conditions, qui sont l'état du système après l'application de l'action, et les préconditions de l'action suivante. Donc, il suffit, entre parenthèses, pour construire des séquences, d'avoir une bonne analyse des préconditions. Et ce que l'on voit apparaître dans le modèle, c'est qu'elles sont de quatre types. Les connaissances qui correspondent effectivement à la visualisation qu'a l'attaquant du système qui l'attaque, ses capacités, les accès à l'instant donné et les vulnérabilités qu'il va exploiter. Entre parenthèses, après, il suffit d'analyser chacune de ces préconditions pour avoir l'ensemble des éléments permettant de combiner les différentes attaques. Je vous donne un exemple d'analyse. On a catégorisé tous les types d'accès possibles de manière très générique. Une fois qu'on a fait ça, il suffit, on achève la syntaxe en regardant en fait les enchaînements potentiels. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire directement de manière formelle. Nous, on a décidé, parce que c'était plus simple, de partir plutôt de ce qui était écrit dans les doctrines militaires. Ça nous donne ces schémas-là qui sont très, très figuratifs. Et ensuite, on a simplement formalisé l'ensemble de ces règles dans une petite grammaire à la sauce BNF, dans l'idée qu'un jour, ça pourrait servir à développer un outil. Donc là, on a fini avec l'aspect syntaxe. Après, il y a la question de la sémantique, c'est-à-dire le contenu à proprement parler des actions. Donc, comme je vous ai dit, on veut travailler sur trois niveaux, un niveau stratégique, un niveau opératif et un niveau tactique. Au niveau stratégique, mais en fait, c'est assez simple, parce qu'il y a d'excellents travaux de la NSA qui nous permettent de définir, sur le plan stratégique, ce que peut faire un attaquant. En gros, il y a deux grandes familles d'attaques. Il peut soit exploiter pour lui-même les ressources de votre système, soit vous empêcher d'en bénéficier, ce qui donne ce résultat-là. Donc là, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'au niveau stratégique, on part d'un modèle qui est prouvé. Ensuite, il va s'agir simplement de le raffiner au fur et à mesure, en accompagnement, si je puis dire, du raffinement du système. Et pour ça, quand on passe du niveau stratégique au niveau opératif, c'est-à-dire en introduisant les processus qui décrivent le comportement du système, on regarde la manière dont ces processus se décomposent et on va regarder aussi les caractéristiques spécifiques de ces processus, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire intervenir la surface d'attaque, grâce à laquelle on va pouvoir notamment distinguer le fait simplement d'échanger des messages avec la cible ou de prendre le contrôle, etc., etc. Donc là, on a vraiment à l'esprit ce travail de décomposition du système sur lequel on va s'appuyer pour affiner les scénarios. Donc le raffinement se fait de la manière suivante. Chaque mode d'action stratégique est considéré comme un principe pour le mode d'action du niveau suivant. Donc, on fait ressortir de manière naturelle le vocabulaire qui correspond à l'application du mode stratégique à la surface d'attaque, et on poursuit l'exercice jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau qui corresponde à l'implémentation du système. Quand on arrive à l'implémentation du système, ça veut dire qu'en fait, on a abouti, grosso modo, à un niveau qui est équivalent à attaque. Alors, je vous donne juste un exemple du travail très, très important qui a été fait sur le vocabulaire, parce que c'est un travail qui permet de faire ressortir les spécificités, les différentes caractéristiques qui sont mises en œuvre. Par exemple, sur la fonction contrôlée, c'est-à-dire disposer d'une capacité d'interprétation et de commande sur le système qu'on attaque, on s'aperçoit que cette fonction, elle peut être déclinée en plein de choses différentes, en tenant compte des acteurs, mais aussi des moyens de contrôle à proprement parler. Donc c'est ce qui nous donne cette liste dans la méthode, on va considérer comme étant exhaustive. Alors, comme je vous ai dit, la dernière mouture je vais être bon là, je pense. La dernière mouture de ce modèle, c'est de dire, quand je suis arrivé au niveau implémentable
de mon système, alors je suis au niveau exécutable de mes scénarios, donc je suis au niveau d'attaque, et en fait, on valide la chose simplement en faisant finalement l'opération inverse, c'est-à-dire on prend l'ensemble des techniques d'attaque et on les réinterprète avec la grammaire, ce qui vous donne sur des techniques issues d'attaque ICS ce résultat-là. Et c'est là qu'on voit quand même quelque chose qui est très important, c'est que les techniques d'attaque, elles sont, en fait, il faut les considérer comme des stratagèmes, pas comme des attaques élémentaires, et d'une certaine manière, elles masquent leur sophistication interne. Donc, ça signifie que quand on voudra basculer tout ça dans un outil, il faudra aller à un niveau de raffinement encore supplémentaire. On a fini avec la partie grammaire qui définissait les règles logiques telles que je les ai énoncées tout à l'heure. Et comme je vous ai dit, il faut rajouter les éléments décisionnels du processus. Et pour ça, on adopte une vision algorithmique qui consiste à dire on va plonger tout ça dans un automate qui va suivre la progression de l'attaque en ayant quand même à l'esprit la logique initiale de la kill chain. C'est ce qu'on voit sur la partie phasage des opérations. Là, le petit modèle que je vous montre en haut, c'est le modèle du renseignement américain qui est une ontologie générale pour faire des kill chains. Ensuite, la décision en tant que telle, elle est considérée au travers d'un processus OODA, observation, orientation, décision, action, qui permet notamment de mettre en relation l'action qu'on va réaliser avec les observations, c'est-à-dire les phases de reconnaissance qui ont été faites précédemment. Et on décline tout ça sur toutes les dimensions du cyberespace en tenant compte à la fois de la partie strictement numérique, mais aussi de la partie humaine et de la partie physique. Et c'est ce qui donne cet automate. Et en fait, l'automate qui est là, c'est le cœur de la méthode RATP que je vous ai présentée tout à l'heure. Et cet automate a été validé par une application sur une ligne automatique qui a duré 18 mois. C'est-à-dire qu'on a fait l'exercice de concevoir l'intégralité des scénarios d'attaque sur ce système pour valider le... Dernier point, la méthode permet en plus d'avoir un processus de validation associé à une notion de second regard, c'est-à-dire une équipe indépendante qui vérifie ce que la conception a fait. Et ça, c'est parce qu'en fait, quand on regarde le couplage entre le modèle du système, le modèle du scénario, on peut construire un diagramme commutatif. L'idée, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Donc, si je commence par raffiner le système, ensuite je construis les scénarios, ou par raffiner les scénarios et ensuite regarder le système, j'obtiens la même chose. Un tout petit mot de conclusion. Évidemment, dans cet exposé, j'ai laissé de côté la partie défense. On a complètement développé le modèle de défense en parallèle du modèle d'attaque. Et en termes de retour d'expérience, ce qui finalement, moi, m'a le plus frappé, ce n'est pas du tout les aspects techniques, qui sont pas triviaux, mais sur lesquels on arrive à avoir une discussion claire et nette, entre parenthèses, entre ingénieurs, mais plutôt les aspects de nature culturelle, où on voit que les experts en sûreté de fonctionnement n'arrivent pas à appréhender ce qu'est un assaillant. Et d'un autre côté, les experts en cybersécurité, qui ont trop souvent l'habitude de travailler avec des bonnes pratiques, ont du mal à comprendre l'intérêt d'avoir une description des modèles et des scénarios qui soient aussi approfondis. Dernière chose, ce qui prouve que nous avions raison, c'est que quand on regarde le modèle Defend, en fait, ce que fait la Defend, c'est la NSA fait le MITRE pour construire ces modèles, parce que le ministère de la Défense américain a décidé de substituer attaque au modèle de TCTF de la NSA dans ses propres études. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont construit une ontologie de ce qu'ils appellent les artefacts numériques, et à cette ontologie est associée une petite grammaire pour décrire les attaques élémentaires. Et dans cette grammaire, on associe les éléments de défense qui sont en bleu avec les éléments d'attaque qui sont en rouge.